Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, puis Charlotte, là, c'est un plaisir de pouvoir venir présenter ce projet innovant et assez audacieux. Vous voyez, développement d'une approche multicritère pour l'évaluation de la résilience en zone inondable avec le cas d'étude de Saint-André d'Argenteuil. Saint-André d'Argenteuil étant une petite ville au Québec. Je ne sais pas si vous savez, mais nous avons été inondés au Québec en 2017 et en 2019. Et en fait, le maire qui était là en 2017, Marc-Olivier Labelle, est venu chercher une collègue, Pascal Biron et moi-même, et le ministère de la Sécurité publique, pour les aider à réfléchir à un réaménagement résilient sur leur territoire, puisqu'ils avaient vraiment été déstabilisés par ces deux inondations. Donc, ce projet est né d'un partenariat, vous allez voir, avec non seulement le ministère de la Sécurité publique, mais aussi 7 municipalités et puis forcément plusieurs chercheurs, puisque c'est toujours en équipe qu'on arrive à développer des beaux projets. Alors, je vais… Est-ce que comme ça fonctionne? Non. J'appuie sur Enter, c'est ça? C'est celle-là? Donc, je me présente, Isabelle Thomas, je suis professeure à l'école d'urbanisme et d'architecture du paysage de l'Université de Montréal et j'ai créé l'équipe de recherche Ariaction qui vraiment a l'objectif de développer des projets qui visent à mettre en œuvre finalement la théorie. Donc, on travaille beaucoup sur des méthodes d'analyse de vulnérabilité, des méthodes d'analyse de résilience, mais notre objectif est vraiment de travailler avec des partenaires, que ce soit des ministères ou encore des collectivités, pour mettre en œuvre, mettre en action finalement nos réflexions. Je travaille pour ce projet avec plusieurs collaborateurs, comme vous voyez, Pascal Biron, qui est plus en géomorphologie, hydrologie, Éric Daniel Lacombe, que vous connaissez sûrement, donc architecte de renom en France, et puis François Anctil, aussi de l'Université Laval, pour tout ce qui va être plus ingénierie, travail sur les calculs de dommages, etc. Donc, on continue. Voilà, donc le plan de la présentation. Alors, on va commencer avec un portrait des risques. Vous voyez ici la municipalité de Saint-André d'Argenteuil, le contexte territorial, les scénarios proposés par la municipalité avec un certain nombre de recommandations, les scénarios que nous avons proposés avec les stratégies de réaménagement résilient. Donc, ce qui est très important, c'est de voir que c'est vraiment une démarche qui a été co-construite avec le ministère de la Sécurité publique. Vous voyez ici, donc c'est un financement, un projet de recherche avec ce ministère, dans l'objectif, premièrement, de développer une méthode d'analyse multicritère avec des nouveaux indicateurs. Pourquoi ? Parce que le ministère de la Sécurité publique s'est rendu compte que quand il travaillait sur la résilience, il travaillait beaucoup, il se concentrait essentiellement sur les dommages aux bâtiments. Or, j'espère que c'est pas trop… Or, nous savons tous que la résilience n'est pas juste liée au bâtiment et au cadre physique. Donc, c'est pour ça que nous avons le plaisir de réfléchir à ces enjeux. Vous faites des signes. Voilà. Ça ne voit pas. Donc, nous avons pu travailler avec l'équipe, aussi avec des chercheurs internationaux. On a eu le plaisir de pouvoir interviewer Charlotte, par exemple, avec d'autres collègues pour justement réfléchir à un certain nombre d'indicateurs autres que ces indicateurs qui sont vraiment liés au dommage. Et ensuite, très intéressant, on a pu appliquer cette méthode à Saint-André d'Argenteuil pendant la pandémie. Donc, vous imaginez que ça a été toute une aventure, puisque généralement, une des marques de notre travail, c'est vraiment d'aller travailler en co-construction avec les citoyens, avec les parties prenantes, et que là, il a fallu innover pour pouvoir aussi assurer une certaine acceptabilité sociale et politique de notre projet. Vous voyez aussi, ce qui était très important, c'était qu'on travaille aussi avec le MAMAGE, qui est le ministère de l'Aménagement et de l'Habitation, et le MELCC, donc le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques. Pourquoi ? 2019, deuxième grosse inondation au Québec, ces ministères se sont mis ensemble pour développer un grand chantier extrêmement intéressant. Premièrement, refaire la refonte de la cartographie en zone inondable, parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement, on avait des petits écueils, et aussi réfléchir à un nouveau plan
Hein, c'est un nouveau plan qu'ils ont mis en place pour justement travailler sur la résilience des territoires avec des financements associés. Donc, c'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir ces partenaires, être dans la réflexion et puis ensuite aller jusqu'à la mise en œuvre avec des financements spécifiques. Donc, premier élément, le portrait de ce territoire que, à mon avis, vous ne connaissez pas. Donc, Saint-André d'Argenteuil, vous allez voir, petite municipalité à l'aval d'un bassin versant, le bassin versant d'Abri Nord, avec plusieurs secteurs dont je vais vous parler. Donc, c'est pour ça qu'on les a identifiés. Donc, le secteur de la terrasse Robillard, vous voyez ici avec la rivière des Outaouais, la rivière du Nord, le terrasse de la baie Carillon, et puis aussi le terrasse de la rue Fournier, secteurs qui ont été quand même beaucoup impactés par les inondations de 2017 et de 2019. Là, je vous parle du projet Amerzy, mais on a eu d'autres projets aussi sur ce territoire. On a fait un REX, forcément, pour bien comprendre les enjeux des inondations. Et puis, on a aussi travaillé sur un projet qui s'appelait Capri. Et ce projet Capri, l'objectif, c'était de développer des diagnostics de vulnérabilité au niveau des bâtiments. Donc ça nous a permis de bien comprendre, en fait, les enjeux de ce territoire. Donc, forcément, pour vraiment pouvoir réfléchir à une adaptation au changement climatique dans le risque d'inondation, il faut comprendre l'aléa. Donc ici, vous voyez la hauteur d'eau maximale pour une crue de récurrence 100 ans pour la rivière des Outaouais. Et donc, pour ces trois secteurs, vous voyez très bien que vous avez quand même des gros enjeux avec plus de 90 cm d'eau, autant pour Terrasse-Robillard, Bec-Carillon, et puis certains secteurs aussi de la rue Fournier. Donc, pour Terrasse-Robillard, vous voyez qu'ils sont vraiment dans l'eau jusqu'à plus de 90 cm. Bec-Carillon, c'est différent puisque vous voyez, vous avez quand même certains quartiers ici qui sont isolés. Ils ne sont pas forcément inondés, ils sont isolés. Et donc, forcément, ici, il va falloir travailler à différents types de stratégies de réaménagement du territoire pour ces différentes problématiques. On a été chercher la connaissance française et c'est clair qu'on inclut de plus en plus aussi dans notre réflexion pour la cartographie des zones inondables le côté vitesse. Parce que forcément, la vitesse est importante. Et vous voyez ici la vitesse d'écoulement pour la crue 2017 de la rivière des Outaouais. On voit quand même qu'on a des dangers importants tant pour ces secteurs, la rue Fournier, Terrasse Robillard, mais aussi Bec-Carillon. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce projet a permis de générer un certain nombre de méthodes de savoir-faire, tant sur l'aléa, la vulnérabilité et ensuite la résilience. On a aussi travaillé sur d'autres types de réflexion, c'est-à-dire la dangerosité. Donc là, c'est la dangerosité par rapport à une crue de 10 ans. Et donc vous voyez ici avec un certain nombre d'indices, enfin, c'est cet indice-là, mais indice qui va prendre en compte non seulement la vitesse, la profondeur, mais aussi la présence de débris. Donc, ça nous permet de cartographier les secteurs qui sont plus ou moins en danger, en particulier par rapport à l'accessibilité. Donc, vous voyez ici, on a le risque faible, le risque pour la population vulnérable, en particulier les enfants, pour la population en général, et puis en rouge, c'est vraiment le risque qui inclut aussi les services d'urgence. Alors, quand on regarde nos secteurs, vous voyez quand même que là, on est sur la rue Fournier et on se rend compte qu'on va avoir des parcelles avec des maisons qui ne sont pas forcément inondées, mais qui vont avoir un enjeu quand même pour pouvoir sortir du quartier. La route, là, vous sortez vers le nord. Et donc, on se rend compte que tous ces citoyens vont se retrouver isolés. Et quand on parle d'inondation, là, c'est vraiment un mois et demi. Un des enjeux qu'on a eu au Québec après les différentes inondations, c'est que très souvent, les citoyens ont rehaussé leur terrain. Donc, ils se retrouvent un petit peu comme sur des petites îles et ils ont ce faux sentiment de sécurité, alors que finalement, ils sont quand même en danger sur le court et sur le long terme. D'ailleurs, ce sont des pratiques qui sont maintenant remises en cause par le nouveau règlement qui est en train d'être développé par le ministère de l'Environnement. Donc ici, vous avez cet indice de dangerosité pour la terrasse Robillard. Donc, vous voyez que quand même, globalement, on a des enjeux majeurs, aussi pour les services d'urgence, pour venir aider ces citoyens localisés dans des zones à fort risque. Pareil pour Bec-Carillon, encore une fois, des zones qui vont être isolées ou des zones qui vont être complètement inondées avec des routes. Vous voyez ici la rue La Tour, donc des axes qui sont complètement sous l'eau pour, par exemple, ici, une inondation 10 ans. Ensuite, nous avons aussi fait des analyses par rapport à la crue 100 ans pour voir, donc là on a pris plus des profondeurs de 30 cm avec un calcul sur les bâtiments inaccessibles, les bâtiments avec une submersion au sous-sol, au-dessus du sous-sol, donc 30 cm. Et puis aussi, on a cartographié les démolitions.
Donc, il faut savoir qu'au Québec, à partir du moment où les bâtiments sont inondés à plus de 50%, le gouvernement va les racheter. Donc, ça ressemble un petit peu à CatNat, c'est pas CatNat exactement, mais vous avez quand même cette velléité du gouvernement de protéger pour le futur ces territoires qui sont vraiment à très fort risque. Donc, vous voyez là sur ces parcelles en 2017 et 2019, vous avez quand même des parcelles qui ont été démolies autour de parcelles qui, elles, vont pouvoir s'adapter. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2019, les citoyens peuvent être dédommagés, ceux qui n'ont pas plus de 50% de dommages, mais jusqu'à un maximum de 100 000 $. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on dédommageait toujours les mêmes maisons et que finalement, parfois, sur 10 années, on avait des maisons qui capitalisaient beaucoup, beaucoup de dédommagements. Et donc, l'idée, là, c'est de responsabiliser le citoyen et de s'assurer que le système continue à fonctionner. Donc ici, vous voyez, pour la terrasse Robillard, encore une fois, quand même beaucoup, beaucoup de démolitions entre 2017 et 2019. Donc un territoire en métamorphose qui se transforme petit à petit, avec en 2019 des citoyens vraiment en détresse, des citoyens qui sont venus nous chercher pour nous demander mais comment est-ce qu'on pourrait partir de cette situation difficile. Très souvent des personnes âgées, des retraités qui avaient mis toutes leurs économies, malheureusement, entre 2017 et 2019 dans la rénovation de leur maison qui a été réinondée. Donc, c'était quand même des situations assez difficiles. Donc là, je vous mets un petit peu la table. Vous allez voir la suite de l'histoire tout à l'heure. Et puis ensuite, Bécarillon, pareil. Vous voyez très bien quand même une métamorphose en cours. Là, je reprends les termes d'Éric Daniel Lacombe, mais une métamorphose en cours de ce territoire qui a une influence sur ce qu'on a proposé ensuite comme réaménagement. On a aussi fait des diagnostics, vous voyez ici, selon le type de bâtiment. Donc, on a les bâtiments inaccessibles selon les différents types de quartiers. Vous voyez, par exemple, Bécarillon, pour une crue 100 ans, on a quand même 88 bâtiments à risque d'inaccessibilité, 53 bâtiments avec submersion sous le rez-de-chaussée, 16 bâtiments avec submersion au rez-de-chaussée et 36 démolitions. Donc, l'idée aussi, et puis l'avantage de ce projet, c'est qu'on a quand même eu un arpentage qui nous a permis de voir le niveau du sous-sol, le niveau du rez-de-chaussée, et donc de pouvoir vraiment avoir un diagnostic très, très poussé, très approfondi de ces différents bâtiments. Et aussi, l'idée très importante, c'est pas juste de réfléchir au niveau du bâtiment, mais aussi de réfléchir forcément au niveau du secteur, du quartier, pour avoir une stratégie globale. J'ai eu la chance, là, dans ce projet-là, de travailler avec beaucoup d'étudiants, agents de recherche, dont des ingénieurs, des architectes du paysage, urbanistes, hydrologues, etc. Et grâce à nos ingénieurs de l'École polytechnique de Montpellier, on a pu justement développer des modèles mathématiques pour réfléchir à des nouveaux indicateurs et puis aussi faire un état en fait des dommages. Donc ici, vous avez le nombre de bâtiments et de ménages exposés par secteur. Et on voit quand même que sur l'ensemble des indicateurs, des critères, c'est surtout Bécarillon qui va avoir le plus de bâtiments qui vont être exposés aux inondations. Alors, par rapport à la première partie du projet, je vous rappelle, c'était vraiment de développer une méthode d'analyse de la résilience avec des indicateurs. Donc, vous voyez ici, avec le ministère de la Sécurité publique, on a beaucoup travaillé sur les dommages aux bâtiments. Et ensuite, nous avons créé 3 autres indicateurs. On pourrait en créer plus, mais là, c'est sûr, c'était une recherche sur 3 ans. Donc, on s'est concentré sur les coûts liés à la santé. On sait très bien que les gens sont déstabilisés. Il y a quand même des coûts très forts liés à la santé qui ne sont pas toujours calculés. On allait chercher une méthode anglaise, en fait, très intéressante pour pouvoir estimer ces coûts. Il y aura encore du travail à faire par rapport à ces indicateurs, mais bon, on a commencé. Les coûts aussi pour la municipalité. Donc là, c'est vraiment en termes de taxes foncières. Vous voyez les pertes indirectes, perte de taxes foncières. C'est sûr que quand les bâtiments sont détruits, la municipalité va perdre des taxes. Et puis aussi en pertes directes, donc pertes liées aux mesures préventives, temporaires, mesures d'intervention, de rétablissement, de dommages aux biens suite aux inondations. Parce que c'est sûr que si on continue à avoir des citoyens dans des zones à risque, il va falloir refaire les routes, il va falloir apporter de l'eau potable, il va falloir aussi dépêcher des pompiers pour aller secourir ces populations. C'est un coût. C'est un coût important pour les municipalités qu'elles doivent calculer, puis prévoir aussi, et que ça peut être vraiment très, très lourd, surtout pour des petites municipalités.
on s'est rendu compte qu'on a quand même des municipalités comme Rigaud, des petites municipalités qui sont au bord de la faillite après ces inondations parce que forcément, elles doivent dépêcher des finances alors qu'elles ont moins de citoyens sur leur territoire. L'autre élément sur lequel on a réfléchi, ça va être les bénéfices. Les bénéfices environnementaux, qu'est-ce que ça veut dire? Si on renature, si on replante des arbres, on a des chercheurs qui ont pu calculer ces bénéfices. Et donc, c'est vraiment extrêmement intéressant, sur le long terme, encore une fois, de pouvoir montrer la valeur, finalement, de redonner de l'espace à l'eau et de planter des arbres. Je continue. Voilà. Donc, ici, le calcul qui a été fait par les ingénieurs, Esther et Martin, était vraiment de montrer les coûts par rapport à l'état de référence. Donc, on voit les coûts des dommages au bâtiment, de la municipalité, les coûts en santé aussi. Ça, c'est vraiment les coûts sans notre scénario. Vous verrez tout à l'heure comment ça se traduit avec notre scénario. On a aussi développé une méthode d'analyse de vulnérabilité où on intègre des indicateurs de sensibilité sociale et des indicateurs de sensibilité territoriale. Donc ici, ça nous a permis de voir que, par exemple, je vous en ai parlé tout à l'heure, Bec-Carillon, on a quand même un certain nombre de situations difficiles avec des ménages qui ont des revenus plutôt bas et aussi des personnes âgées. Pareil pour Terrasse-Robillard, même si les revenus sont plutôt moyens, mais c'est sûr qu'en temps d'urgence, il faut absolument connaître la population pour pouvoir apporter de l'aide et même aussi de l'aide par rapport au rétablissement et à la reconstruction. On travaille aussi beaucoup sur la sensibilité territoriale et la bonne nouvelle pour cette municipalité, c'est que les pompiers, l'hôtel de ville, les commerces sont quand même beaucoup hors des zones à risque, contrairement à d'autres municipalités au Québec. Ce sont vraiment beaucoup plus les résidences dans ce cas-là qui vont être impactées. Donc, on passe au contexte territorial. Donc, c'est pour ce contexte territorial, pour vraiment comprendre notre territoire, on a commencé par faire une analyse de l'urbanisation dans le temps. Et vous voyez très bien que ce qui est très intéressant, c'est que vous avez le noyau de cette petite municipalité qui, petit à petit, je vais peut-être vous montrer aussi avec la souris, qui petit à petit va vers l'eau. On aime tous l'eau. Et puis, cet attrait vers l'eau, au début, c'était surtout lié à des chalets, les gens qui avaient leur chalet sur pilotis. Et puis, petit à petit, on s'est dit, non, mais pourquoi pas, c'est extrêmement agréable. Donc, autant avoir une maison vraiment primaire, une résidence principale plutôt. Et puis, on voit très, très bien là que jusqu'en 2017, petit à petit, on s'est installé sur ces rives de la rivière des Outaouais, de la rivière du Nord, aussi du lac des Deux-Montagnes. Il faut savoir que pour y être allé en mars et puis pour y être allé en août, le sentiment est très différent. L'ambiance est différente. Autant en mars, vous avez un débit très important de la rivière des Outaouais, vous vous dites ouh là là, moi j'aimerais pas vivre là. Autant quand vous y allez en août, c'est extrêmement agréable, c'est très beau, c'est de toute beauté. Et c'est clair qu'on peut comprendre pourquoi les citoyens sont très, très attachés à cet espace. Je regarde le temps et je me rends compte qu'il faut que j'accélère. Alors, encore une fois, ce qui est extrêmement intéressant quand on réfléchit à l'adaptation au changement climatique, c'est de voir la métamorphose qui se passe sur le territoire. Vous voyez très bien qu'on a un secteur qui est en évolution. En 2017, 29 démolitions. En 2019, 32 démolitions. On a aussi, en même temps, sur les mêmes territoires, eu de l'adaptation, de l'immunisation, etc. Donc, l'idée avec ce projet, c'est vraiment de voir les écueils, de nos démarches, parce que sur un même territoire, vous allez avoir des maisons qui ne sont plus là, donc des dents creuses, on appelle ça aussi le mitage au Québec, alors que vous allez avoir d'autres citoyens qui vont s'adapter. Donc, c'est très, très important de réfléchir à ces secteurs pour éventuellement mettre en place dans les secteurs les plus à risque des programmes comme des programmes de préemption qui vont permettre à la municipalité d'avoir une action cohérente sur son territoire. Mais ça, ce sont des propositions, bien sûr. Autre élément très important qui nous a vraiment surpris, en particulier moi, depuis 2019, vous le savez tous, nous avons été choqués, paralysés par une pandémie qui a transformé complètement le jeu. Le jeu n'est plus le même. Pourquoi? Mais parce que les citoyens, les Montréalais en particulier, on avait un petit peu marre de l'asphalte et donc ils sont allés s'installer à l'extérieur, en particulier dans des petites municipalités comme Saint-André-d'Argenteuil. Donc, vous voyez ici qu'il y a eu pas mal de ventes achats
entre 2019 et 2021-2022, ce qui allait complètement à l'encontre de notre démarche qui était justement de s'assurer de protéger certaines zones parce que les inondations, bon, ben, même si on a eu 2 années de sécheresse, les inondations continuent. Donc, ça montre aussi l'importance d'avoir, d'anticiper et d'avoir au niveau de ces municipalités, des secteurs, des programmes d'action qui peuvent être vraiment qui peuvent permettre de ne pas avoir ces ventes. Il faut savoir qu'aussi, au Québec, on n'a pas l'obligation de dire qu'on a été inondé, on n'a pas l'obligation de dire qu'on est en zone inondable, enfin, zone inondable, si, quand même. Bon. Et on n'a pas l'obligation de dire qu'on a reçu de l'argent du ministère de la Sécurité publique. Et je rappelle qu'au niveau des bâtiments, le maximum, c'est 100 000 $. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des très mauvaises nouvelles sur le long terme. Et on travaille là-dessus, je peux vous le dire. Alors, j'en étais donc au scénario. Alors, les scénarios 2019, quand Marc-Olivier Labelle vient nous chercher avec Pascal Biron, ils ont réfléchi à un scénario extrêmement intéressant de relocalisation. Donc, vous voyez ici, l'idée, c'était vraiment de relocaliser un certain nombre de secteurs trop à risque, mais d'avoir une réflexion à l'échelle de la municipalité. Ce n'est pas juste de se dire, bon, ben, vous devez partir, mais si vous devez partir, et nous allons vous proposer des nouveaux quartiers. Et c'est là-dessus que nous avons réfléchi. Il faut savoir que depuis 2017, on a eu des élections, que nous avons aussi un nouveau maire et aussi les citoyens qui n'ont pas eu d'inondation depuis 2019, en fait. Donc, on a eu un changement de perception. On est moins pour de la relocalisation, mais il ne faut pas oublier que c'est un projet de recherche et que l'idée n'est surtout pas d'obliger qui que ce soit à partir de chez soi. Mais il faut quand même réfléchir pour assurer la sécurité des personnes et des biens. On s'est aussi inspiré, vous connaissez tous, de projets à l'international. Donc, vous voyez ici le quartier de Matra avec Éric Daniel Lacombe, qui d'ailleurs a participé au projet. On a eu ce privilège là qui viennent faire du terrain avec nous. Bon, alors, et on n'est pas allé jusque-là dans les propositions, mais c'est sûr que la transparence hydraulique, vivre avec l'eau, nous a inspiré. Pareil avec les portes du Vercors, où aussi on voit l'importance des infravertés bleus, l'importance aussi d'adapter le bâtiment, d'avoir une électricité en parapluie, de s'assurer que la machinerie est en hauteur. Donc, quand on ne peut pas partir, il faut quand même s'adapter, zone refuge. Et puis aussi, le quartier de la Nouvelle-Orléans, le Gentilly Resilient District, que j'aime beaucoup et qui montre encore une fois l'importance d'avoir une mixité en fait des solutions. C'est sûr que c'est important de pouvoir avoir éventuellement des jardins de pluie, des bassins de rétention et aussi d'éduquer la population pour qu'elle comprenne qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les enjeux pour s'adapter. Alors, voilà les scénarios, on y arrive, que nous avons proposés à la municipalité. Encore une fois, c'est un projet de recherche l'idée, éventuellement, ce sera d'aller vers une mise en œuvre, mais il faut avoir une acceptabilité sociale et politique qui n'est pas toujours évidente. Parce qu'on a quand même un attachement. Vous savez que les citoyens ont un attachement à leur maison, cet attachement qui s'est renforcé dans les 2 dernières années. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir aussi les principes que nous avons posés pour le scénario. Donc, délocalisation des bâtiments avec une hauteur de submersion de 30 cm. Donc là, on a plus été regarder un petit peu le système anglais, donc inondation 30 cm, qui va justement entraîner des enjeux d'accessibilité, en particulier pour les secours. Relocalisation au sein de la même municipalité, donc ça, très, très important. Ça permet premièrement à la population de pouvoir avoir le choix de rester dans la municipalité. On sait très bien aussi qu'on a des enjeux, des coûts, des loyers. Je pense qu'en France, c'est comme au Québec, là, on a quand même une augmentation très, très forte. Donc, c'est bien de dire partez, mais partez où? Donc là, on a quand même fait des propositions. Et puis, renaturalisation des parcelles, des bâtiments relocalisés avec aussi une végétation qui va s'adapter au changement climatique. Donc, c'est très intéressant. On allait chercher aussi avec des biologistes, etc., pour voir qu'est-ce qu'on devrait replanter. Donc, là encore, les ingénieurs nous ont permis de faire des calculs extrêmement intéressants et de voir qu'on aurait un gain, en fait, grâce à notre scénario. Vous voyez ici un gain assez important. Et puis ici, vous avez aussi le montant sans scénario et le montant avec notre scénario. Et bon, on sait très bien que les coûts-bénéfices font avancer les choses. Et donc, quand on arrive à prouver que sur le long terme, on peut avoir un gain dans des stratégies de renaturalisation, de réaménagement intelligent, eh bien alors là, on devient plus crédible.
Donc, quand je reviens sur mes diagnostics, donc là, ce sont des cartes, j'aime bien citer mes étudiants, donc ont été faites avec Santiago Varsi. Donc, vous voyez ici, on a fait des cartes de diagnostic et puis ensuite de stratégies. Donc, des stratégies par quartier où, vous voyez, on a parfois proposé des adaptations, mais on a aussi proposé des relocalisations dans les secteurs et surtout pour les maisons, pour les bâtiments qui étaient vraiment trop à risque. Donc ça, ce sont vraiment des stratégies qui sont basées sur la science, qui sont basées sur, vous avez vu, toutes les analyses que nous avons faites. Forcément, ce qui est aussi extrêmement intéressant avec ce projet et puis avec les projets que nous développons, c'est la co-construction. Donc, on a aussi voulu travailler avec les acteurs locaux, avec les citoyens. Donc, vous voyez ici tout l'ensemble d'ateliers, de réunions que nous avons pu développer avec les acteurs locaux pour, chemin faisant, s'assurer qu'on comprenait bien les enjeux, parce que ce qui est intéressant en travaillant avec eux, c'est aussi qu'ils vont aussi nous apporter de la connaissance locale. Et puis ensuite, ça va être de réfléchir, de transformer un petit peu nos stratégies, ce qu'on propose, etc. C'est sûr qu'avec la Covid, ça a été quand même plus difficile. On a développé des nouvelles pratiques. Vous voyez ici, par exemple, un atelier. On utilisait beaucoup le logiciel Miro. Je ne sais pas si vous l'utilisez en France. C'est un logiciel où on peut faire voter, on peut avec des post-it écrire des éléments. Et puis vous voyez ici, très intéressant, donc on a autant le maire que des représentants de l'OBV, de la MRC, municipalité régionale de Comté, historien, ma collègue Pascal Biron, les citoyens. Vous voyez ici aussi Eric Daniel Lacombe. Donc vraiment, puis aussi la directrice de l'urbanisme. Donc l'idée là, c'est d'avoir l'ensemble des parties prenantes à la table pour discuter. On ne veut surtout pas arriver avec un projet, regardez, c'est merveilleux, on a tout compris, et puis voilà, on vous montre quoi faire. Non, c'est vraiment de la co-construction. On arrive avec des idées, vous voulez, vous ne voulez pas. C'est sûr qu'avec le changement politique, on s'est rendu compte que la relocalisation, par exemple, n'était plus du tout à l'ordre du jour à partir de novembre de 2021. On a continué à travailler quand même sur la réflexion par rapport aux enjeux, quand même, qui sont des enjeux de sécurité de la population et qui doivent être pris en compte. Là, je vais passer très vite parce que forcément, il faut toujours parler de résilience. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme que nous utilisons tous? Et c'est vrai que dans l'équipe, l'idée, c'est vraiment de se reconstruire différemment, de s'adapter et de prendre comme opportunité la crise pour pouvoir développer des nouveaux scénarios et aussi une connaissance locale, une culture du risque sur le court, sur le moyen et le long terme. Et là, je ne vais pas en parler, mais tous nos projets s'accompagnent beaucoup d'outils de communication du risque. On a Aglaé Caso qui est spécialiste là-dessus et elle développe des outils multi-outils, parce qu'on sait très bien que les personnes âgées n'ont pas tous un téléphone cellulaire intelligent. Donc, vraiment, on s'assure, on fait du porte-à-porte, etc., pour pouvoir développer cette culture du risque qui est absolument fondamentale. Puis là, c'était aussi un autre texte pris du livre là, que j'ai eu la chance d'écrire avec Antonio D'Acunha sur la mesure de la résilience, puisque l'idée, c'est quand même d'avoir des indicateurs, des méthodes qui soient des méthodes transversales, mais aussi des méthodes qu'on puisse utiliser sur différents terrains de façon à créer de l'équité quand on va développer et comprendre ce que c'est que la résilience. Fondamental aussi, moi je suis géographe de formation, donc toujours intégrer les différentes échelles, autant du bassin versant, de la MRC que de la municipalité. C'est aussi lié à la réglementation, c'est quand même la MRC qui va développer un schéma d'aménagement avec une réglementation que la municipalité va devoir mettre en place. Et puis ensuite, travailler au niveau du bâtiment, mais encore plus au niveau du secteur. C'est ce que je vous disais. On peut avoir un bâtiment très, très résilient, mais s'il est dans un secteur où on va avoir un mètre d'eau, au bout d'un moment, ça fonctionne pas. Donc, c'est vraiment l'idée. Et aussi, ça, c'est une problématique, je pense que vous n'avez pas tant en France, mais de s'assurer qu'on a accès à l'eau potable, aux aqueducs, etc. On a beaucoup d'enjeux de fosses septiques, par exemple, dans ces zones. Donc, vous imaginez quand c'est inondé, l'eau potable, les puits d'eau potable sont plus vraiment accessibles. Et on se retrouve avec beaucoup d'enjeux aussi de santé publique sur le long terme. Donc, on travaille beaucoup là-dessus et beaucoup là-dessus avec la nouvelle réglementation pour s'assurer que les nouveaux quartiers devront avoir, ou le réaménagement devront avoir accès à ces services qui sont des services quand même de base.
Donc, je vais vous parler des post-it. On va passer assez rapidement, mais là, c'est intéressant de voir que chacun allait réfléchir, allait aussi apporter sa pierre à l'édifice pour pouvoir finalement développer des cartes avec un certain nombre de stratégies. Donc, ça, c'est une carte qu'on a aussi développée avec la connaissance de la MRC, de la municipalité, pour arriver jusqu'à nos stratégies et nos scénarios. Donc, vous voyez 4 stratégies. Stratégie 1, avec les secteurs de renaturalisation et relocalisation en zone inondable. La deuxième stratégie, encore en zone inondable, secteur d'adaptation résiliente. Ensuite, la stratégie 3, donc secteur de construction résiliente en zone non inondable. Donc, c'est là qu'on va proposer une reconstruction. Et puis, la stratégie 4, secteur de consolidation résiliente en zone non inondable. Donc là, c'est plutôt dans le centre-ville. On se rend compte que dans le centre-ville, on a des parcelles où on pourrait faire du développement durable intéressant avec une mixité des usages. Et donc, c'est pour ça que nous avons proposé ces différentes stratégies que nous avons ici cartographiées avec l'organisation spatiale, les facteurs de contrainte, les facteurs d'opportunité, et puis ensuite les différentes stratégies avec des ambiances pour pouvoir s'assurer aussi qu'on proposait différents types d'habitats, parce que chaque citoyen ne va pas vouloir la même chose, et donc on voulait s'assurer, on a aussi fait des enquêtes au niveau des citoyens pour pouvoir proposer des quartiers, des nouveaux secteurs qui soient adaptés à leurs besoins. Éric Daniel Lacombe nous a aussi fait un schéma justement sur les enjeux à prendre en compte avec, vous voyez, ne pas se laisser surprendre par temps mouillé des passages de l'eau en régulation naturelle. Et on voit très bien ce passage de l'eau, quand l'eau arrive, lui parler même d'une mer, mais c'est clair qu'on préfère être hors d'eau et c'est là qu'il va falloir réfléchir le réaménagement. Donc, on va aller vers nos différentes stratégies qui ont été développées, encore une fois, en équipe, avec des architectes du paysage. C'est sûr que la prochaine étape, ce serait aussi d'avoir les hydrauliciens. Donc, vous vous souvenez, secteur de la Baie-Carillon, on avait déjà un certain nombre de lots qui ont été déconstruits. Et donc, l'idée ici, c'est de continuer cette déconstruction dans les zones, pour les lots les plus à risque, et de favoriser une reforestation. Donc ici, en fait, on ne favoriserait pas de parcs collectifs, c'est beaucoup plus de favoriser une reforestation parce que c'est une splendide réserve naturelle, alors qu'on aurait plus des parcs collectifs et puis un accès collectif à l'eau dans certains domaines bien spécifiques. Vous savez qu'au Québec, l'accès à l'eau est plutôt privatisé, que ce soit les rivières, que ce soit les lacs. Et donc là, c'est encore une opportunité de dire, oui, c'est vrai qu'il faut se déplacer, mais ça donne de l'accès, c'est plus équitable pour l'ensemble de la population. Autre secteur, donc là c'est le secteur de la terrasse Robillard, encore une fois, assurer cet accès à l'eau, apporter aussi des petites placettes où on va pouvoir mettre des tables de pique-nique, où la population va pouvoir aller voir les oiseaux, aller pêcher. Donc là encore une fois, c'est suite à des enquêtes auprès des citoyens qu'on a pu faire ce type de proposition. Ensuite, la stratégie 2, secteur d'adaptation résiliente en zone inondable. Là, vous reconnaissez, on a aussi repris ces éléments de guide du CEPRI, donc éviter, résister, céder. Et l'idée, forcément, c'est aussi d'avoir des stratégies mixtes pour nos bâtiments qui sont, attention, j'aurais dû rajouter constructibles, en zone inondable constructible. Et puis aussi de reprendre les opportunités liées au mitage. Donc, je vous rappelle, mitage, nous, on l'utilise au Québec par rapport aux dents creuses. Et puis, c'est par exemple de refaire des petits parcs, accès collectif aux rives, en s'assurant aussi, parce que les citoyens nous disaient, oui, mais nous, attention, on veut quand même garder une certaine intimité, donc s'assurer de bien mettre des haies de feuillus, de sapins sur les côtés, de façon à ce qu'ils puissent quand même être tranquilles chez eux. Ensuite, par rapport aux propositions en fait de réaménagement, on a réfléchi à 3 types d'ambiance. Encore une fois, selon aussi les envies finalement des citoyens qui pourraient potentiellement être localisés. Donc, des maisons individuelles avec une ambiance champêtre. Vous voyez ici, donc évidemment, on ne fait pas ça non plus en se disant tiens, qu'est-ce qu'on pourrait proposer. On a quand même travaillé aussi avec la MRC, avec la ville, pour localiser
où pourraient être ces quartiers. Donc là, on parle éventuellement de secteurs déstructurés parce qu'on ne veut surtout pas aller empiéter sur la zone agricole. Et donc, bon, on sait très bien où pourraient être ces nouveaux secteurs. Pareil, construction résiliente en zone inondable avec une ambiance, on parle d'ambiance, donc là c'est une ambiance au bord de l'eau. Vous voyez ici, vous avez l'eau, la rivière des Outaouais avec l'autre rive, on a le barrage Carillon ici, et puis encore une fois, une ambiance assez intéressante avec des infravertés bleus qu'on intègre petit à petit. Le troisième, la troisième stratégie, c'est secteur de construction résiliente avec une ambiance périurbain. Donc ici, très important, ça va être aussi de s'assurer d'avoir du locatif. Parce qu'on a quand même des populations, je vous le disais tout à l'heure, à Bécarillon, qui sont quand même très défavorisées. Donc, il faut aussi leur permettre de rester sur place ou aussi d'avoir du logement social. Donc, d'avoir une mixité des offres, aussi du bigénérationnel, etc., pour s'assurer quand même on l'a vu dans certains cas, par exemple, tout à l'heure, je vous ai présenté le cas de la Nouvelle-Orléans. Un des écueils majeurs de ce cas-là, c'est l'éco-gentrification. Bon, ben là, l'idée, c'est de faire de l'anticipation de ces enjeux et puis on a des mécanismes au Québec pour pouvoir permettre aux citoyens de rester dans leur municipalité. Et la quatrième stratégie, consolidation. Consolidation centre-ville, donc avec pistes cyclables, mobilité active, infraverté bleu, et puis une mixité des usages. Donc ça, ce serait un nouveau bâtiment où vous voyez, on aurait une petite boulangerie éventuellement au rez-de-chaussée, et puis ensuite des logements aux étages, en sachant que Saint-André d'Argenteuil, justement, un des problèmes actuels, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de services. Donc l'idée, c'est de réattirer les services dans cette petite municipalité qui voudrait aussi éventuellement réattirer des citoyens. Donc, vous voyez que ce projet, c'est un projet qui est autant assez scientifique, puisqu'il se base sur des données actualisées avec une méthode d'analyse de résilience qui est plutôt innovante, et on est aussi allé jusqu'à la mise en œuvre, en proposant, grâce aux architectes du paysage, des possibilités de reconstruction à l'intérieur même du périmètre urbain. Alors voilà, j'ai un petit peu dépassé le temps, mais j'espère qu'on pourra quand même avoir des discussions et un certain nombre de questions. Donc, je suis là. Et surtout, ne pas oublier l'équipe. Donc, l'équipe Paris Action, vous voyez ici, c'était assez formidable. On a pu travailler avec agents de recherche, auxiliaires, étudiants, autant au doctorat qu'en maîtrise, et puis de différentes expertises, autant des ingénieurs, architectes du paysage, urbanistes, géographes, hydrologues, ce qui permet d'arriver à ce type de résultats assez intéressants. Voilà. Oui. Oui. Mais en fait, ce sont ce qu'on appelle des îlots déstructurés. Donc, ce sont des îlots qui, ont à un moment donné, étaient des îlots agricoles, mais qui, dans la stratégie de la MRC, ont déjà été cartographiés comme étant potentiellement urbanisables. Donc, il y a quand même une stratégie, parce que c'est sûr qu'on a quand même des stratégies de développement et on a certains territoires qui, éventuellement, selon leur localisation par rapport aux routes, aux aqueducs, etc., sont priorisés pour un possible développement urbain. Oui. Oui, l'éco-gentrification, c'est clair qu'on se rend compte dans plusieurs projets et souvent a posteriori. Et c'est évident que moi, même la ville de Montréal, enfin, on veut avoir de plus en plus de réflexions. Ça veut dire que, tu sais, quand on va faire un très beau quartier avec des infravertés bleus, forcément, les maisons vont prendre de la valeur. Donc, la taxe foncière va être plus importante. Parfois, les citoyens vont vouloir vendre parce que justement, ils vont vouloir avoir ce bénéfice, mais après, les nouveaux qui vont acheter vont avoir plus de difficultés. Donc là, l'idée, c'est de s'assurer que dans l'offre de logement, on va avoir des logements qui vont être sur 5 ans, qui vont avoir un maximum en fait, ou qui ne vont pas pouvoir être vendus sur un certain nombre d'années, parce que l'idée, c'est aussi d'avoir une stabilité par rapport à ce réaménagement. Donc, c'est sûr qu'on reprend beaucoup de stratégies, que ce soit aux États-Unis, aussi dans d'autres provinces canadiennes, pour réfléchir en fait à éviter ce type de mouvement qui arrive très très souvent quand on a des réaménagements intéressants. Oui, oui.
tout à fait. Est-ce que ça, c'est une loi, une réglementation, une obligation pour les propriétaires? Oui. Et quel est le processus ensuite qui conduit à relocaliser les habitants? Est-ce qu'il y a une suite après l'achat? Est-ce que ça se traduit par une démolition systématique? C'est une très bonne question. Et parce que c'est vraiment le problème de la relocalisation, c'est de pouvoir déjà dire aux gens, on vous propose autre chose, à quel endroit, et de trouver les bons arguments en dehors de l'argument purement financier qui n'est pas souvent, pas toujours suffisant pour faire accepter une délocalisation, surtout des propriétaires qui sont en habitation individuelle. Tout à fait. Tout à fait. Mais d'où le projet, en fait. Parce que ce projet, il est complètement financé par le ministère de la Sécurité publique et c'est ce ministère qui dédommage. Donc, c'est sûr qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait absolument réfléchir à ces questions. C'est-à-dire, bon, quand on rachète, comment est-ce qu'on peut proposer d'autres modalités de réaménagement et puis aussi avoir une réflexion par secteur. Parce que c'est bien de pouvoir délocaliser des citoyens qui seraient vraiment à très fort risque. Cela étant dit, on se rend compte que, je vous l'ai montré, que sur un même secteur, parfois, on a une délocalisation, mais à côté, on va avoir la possibilité de s'adapter parce que le bâtiment a un étage, par exemple, il ne va pas être diagnostiqué à 50% détruit. Donc, en fait, ce qui se passe, mais ce sont aussi des programmes en fait qui sont en évolution et c'est grâce au REX que tout s'améliore petit à petit. Mais c'est clair que après les inondations, donc 2017-2019, on va avoir des diagnostics qui sont faits par des inspecteurs qui vont venir faire un état des lieux des bâtiments et pouvoir dire aux citoyens, mais vous êtes à plus de 50% et c'est clair que là, de dommages, et c'est clair que là, ils vont être achetés en fait avec un maximum de 250 000 $ au Québec. Donc 200 000 $ pour le bâtiment, 50 000 $ pour le terrain, et ils vont devoir être relocalisés. Et c'est aussi un enjeu que nous avons pu réaliser, c'est que surtout avec la transformation du foncier, c'est que malheureusement, cette relocalisation n'est pas toujours évidente. D'où ce projet pour amorcer une réflexion qui vise justement à proposer des possibilités, des stratégies de relocalisation dans la même ville, ce qui est possible, favorable non seulement pour les citoyens, mais aussi pour la municipalité elle-même qui ne va pas perdre en taxes foncières. Mais c'est sûr que tout ça, c'est en réflexion. Et aussi, on s'est rendu compte que quand même, on le sait aussi en France, la relocalisation, c'est quand même un sujet qui est extrêmement émotif, qui est extrêmement difficile. On le voit aussi, là, on le voit avec le projet. C'est clair que juste après la catastrophe, on a des envies, les citoyens ne veulent pas revivre ça, mais 2 ans après, c'est terminé. 2 ans après, c'est beaucoup plus difficile et compliqué. Donc, ce type de projet permet de faire avancer les réflexions et puis aussi de mettre les bases pour les futurs événements qui vont arriver en fait. Ça se traduit par une expropriation. C'est un rachat obligatoire. Disons que l'expropriation serait si, par exemple, on voulait mettre en œuvre le projet, on pourrait éventuellement penser à de l'expropriation, mais ce n'est surtout pas et pas du tout l'enjeu ni l'objectif du projet. Là, c'était beaucoup plus un projet de recherche. Dans le futur, on ne va pas forcer la relocalisation et ce n'est pas non plus d'ailleurs dans leur réglementation. En revanche, ce qu'on propose, c'est beaucoup plus un programme de préemption. C'est-à-dire, dans les quartiers que vous avez vus, quand les citoyens vendent, que ce soit la municipalité qui rachète, et ça sera bon plus par rapport à l'acceptabilité sociale et politique, puisque petit à petit, la municipalité peut être propriétaire de secteurs qu'elle va pouvoir mieux renaturaliser. Mais on s'est aussi rendu compte de l'importance de la culture, de l'information, de la sensibilisation, de la culture du risque, même par rapport aux arbres. Vous voyez, là, je vous montre un portrait idyllique de plantation d'arbres, mais les citoyens, il y en a pas mal qui sont venus pour couper les arbres.
Pourquoi? Parce que ça leur cachait la nouvelle vue qu'ils avaient sur la rivière, parce qu'ils pouvaient garer leur voiture sur la parcelle d'à côté qui tout d'un coup devenait libre. Donc c'est sûr qu'il y a quand même toute une culture, tout un apprentissage pour montrer les bénéfices environnementaux sur le long terme de certaines actions. Je pense que c'est fondamental, autant des élus d'ailleurs que des citoyens, pour s'assurer de la faisabilité des projets. Oui. Quand la montée des eaux est limitée à 30 cm, on imagine assez facilement ce qu'on peut faire pour les maisons. Si c'est nouvelle, on peut faire du pilotis, l'électricité qui arrive par le haut, les petites digues. Par ailleurs, j'ai deux questions. Je suppose que vous n'avez jamais considéré le fait de réguler l'eau sur les fleuves, sur disons que le Québec est un petit peu comme la France. Hein. C'est sûr que dans l'histoire, on a beaucoup transformé nos cours d'eau, régulé. On s'est battu contre la nature et on se rend compte enfin que finalement il faut vivre avec et que c'est plutôt notre allié. Donc ici vous avez la rivière des Outaouais qui est quand même une rivière avec un débit extrêmement important. Donc ma collègue Pascale Guiron vous dirait bon, l'idée là c'était vraiment beaucoup plus de donner plus d'espace à l'eau parce que quand elle est en crue, je vous l'ai dit moi-même en y étant allée, le débit est extrêmement important. C'est sûr que la rivière du Nord peut-être pourrait plus être réaménagée, mais là l'idée c'est beaucoup plus un petit peu. C'est aussi pour ça que la semaine dernière, là, j'étais avec une mission avec des Québécois et on est venu voir justement le retour d'expérience par rapport au reméandrage des rivières françaises et puis aussi finalement la déconstruction de barrages, déconstruction de digues qui sont extrêmement inspirantes parce qu'on se rend compte que, vous le savez, hein, toutes ces infrastructures peuvent malheureusement accentuer le risque. Donc, on est plus dans cette vision, cette problématique, mais encore une fois, ça demande des apprentissages, ça demande de l'information parce que certains maires et élus vont croire qu'avec une digue, tous les problèmes sont réglés, alors que non. Et il faut aussi avoir vraiment une vision systémique. Et c'est clair qu'à Saint-André, on ne peut absolument pas avoir ce type d'ouvrage vu l'ampleur de ces rivières. En revanche, c'est clair que ce serait intéressant sur le long terme d'avoir une réflexion sur redonner plus de place à la rivière. Votre deuxième question? Oui, la deuxième question, c'est quoi exactement la renaturation? Mais en fait, c'est ce que vous appelez, c'est ce qu'on appelle en France la renaturation. C'est juste replanter des arbres, refaire des milieux humides. C'est ça, c'est vraiment redonner la place à la nature. Et encore une fois, ce qui est très important, alors on s'est rendu compte aussi qu'on avait des enjeux parce que ces parcelles qui ont été déconstruites, le sol a quand même été très tassé. Et parfois, on a aussi de la pollution. Je vous en ai parlé, on a aussi des fosses septiques. Donc, on ne peut pas juste y aller et puis planter. Ça a été fait, les arbres sont morts. Donc, il va falloir s'assurer de travailler la terre. Et aussi, ce qui est très intéressant, ça c'est avec André Goulet, c'est justement d'aller replanter, mais replanter en réfléchissant sur l'avenir. On sait très bien que ça se réchauffe, hein, puis qu'on va avoir aussi des intempéries irrégulières, etc. Donc, l'idée, ça va être de planter des arbres qui vont survivre à ces changements. Et ça, c'est extrêmement inspirant et passionnant, et par travailler avec la population. Donc là, par exemple, on a aussi apporté des solutions, des stratégies. Vous voulez avoir votre vue sur l'eau, on va mettre des petits arbrisseaux avec des framboisiers, etc. Donc c'est quand même de la nature, mais c'est un autre type de nature. C'est ça. Tout est un compromis. Oui. Vous pouvez nous préciser ce que vous appelez une construction résiliente? Est-ce que c'est du point de vue des matériaux, de la localisation ou d'un certain nombre de critères? C'est une excellente question et ça me permet de vous parler d'un outil qu'on est en train de développer avec mon équipe. Donc, c'est l'outil Résiliaction. D'ailleurs, on en a déjà pas mal parlé et en effet, on a un certain nombre de critères, 80 indicateurs et c'est sûr qu'un bâtiment résilient, ça va être, c'est vraiment dans un contexte. Hein. Donc, ça va être autant du point de vue de l'architecture que du point de vue de son contexte, de sa localisation. On commence par des portraits de vulnérabilité, de risque, donc aller à vulnérabilité, et puis on va vers cette résilience. C'est ce que je vous disais, si on plante un bâtiment innovant au milieu de l'eau, il n'est pas résilient.
En revanche, c'est sûr que on a aussi des impératifs liés aux aqueducs, liés aux égouts. Ça peut paraître évident, mais malheureusement, dans certains contextes, ça ne l'est pas. Donc, on a tout un ensemble d'indicateurs qui nous permettent, avec une vision multi-échelle, de pouvoir plus les diagnostiquer et aussi les proposer. Et c'est sûr que les matériaux et aussi le système électrique, tout ça, ça va être intégré dans cette démarche de reconstruction. Oui. Je parlais des trois indicateurs de coûts liés à la santé mentale, les coûts pour la municipalité et les bénéfices environnementaux. Pour les coûts pour la municipalité, est-ce que vous intégrez aussi tout ce qui est beaucoup humain, si tu parlais d'accessibilité aussi, par exemple les services de secours, de responsabilisation des citoyens, est-ce que vous intégrez ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis on a eu vraiment, encore une fois, beaucoup de données qui ont été données par la municipalité elle-même, la Benoît Grimard, le directeur général. Et justement, ça pose la question, et même lui-même, il pose la question parce que je vous ai montré, là, vous avez vu la terrasse Robillard, par exemple, on a un certain nombre de dents creuses. Bon, ben, ces dents creuses, vous imaginez que quand la rivière, avec son débit énorme, est en crue, ça fait qu'il y a beaucoup plus de courant. Donc, on met les pompiers encore plus en danger. Et ça pose la question, jusqu'à quand, je disais, est-ce qu'on va envoyer finalement les premiers secours pour aller protéger les citoyens qui, eux, vont nous dire, c'est pas grave, on peut rester parce qu'ils vont bien nous sauver. Donc, c'est sûr qu'on on a ces enjeux, mais quoi qu'il arrive, il est de la responsabilité de la municipalité d'assurer la sécurité de ses citoyens. Donc, c'est pour ça aussi que l'idée, c'est de les responsabiliser. Parce que, et puis la question est excellente, on a des citoyens quand même qui pensent être adaptés. Ils me disent, regarde Isabelle, ou mes étudiants, regarde dans le sous-sol, l'électricité un petit peu plus au-dessus du niveau qui était en 2019, mais non, ça ne fonctionne pas du tout. Ils sont complètement à risque. La zone refuge, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sortie. Enfin, donc, c'est sûr qu'il y a un accompagnement majeur à faire pour expliquer des animateurs qui vont aller sur place, puis qui vont expliquer c'est quoi finalement un bâtiment résilient, et aussi de s'assurer, je pense, que pour ceux qui veulent rester, qu'ils évacuent, qu'il y ait quand même une démarche d'évacuation quand on a ces risques énormes qui arrivent, qu'ils évacuent je sais pas, un mois et demi, et puis au moins ils ne se mettent pas en danger, ils ne mettent pas leur famille en danger. Vous savez qu'on se rend compte aussi, on s'est rendu compte, parce qu'on a beaucoup travaillé avec même les enseignantes. Bon, par exemple, les enfants de Bec-Carillon, ils savent d'où ils viennent parce que malheureusement, ces jeunes, c'est un petit peu macabre, mais ils sentent la moisissure. Après les inondations, ils arrivent avec aussi, ils se sentent mal, etc. Donc, c'est clair qu'il y a quand même une responsabilité sur la sécurité, mais aussi sur la santé et sur la population, sur la famille. Donc, les services sociaux, là aussi, un travail sur le long terme à faire. J'avais une autre question sur le projet. Vous avez envisagé quoi comme stratégie de sensibilisation? Parce que tu parlais justement de journées de mise en situation, jusqu'où vous allez. Alors, je rappelle malheureusement que nous sortons d'une pandémie, donc nous avons dû adapter nos outils et c'est clair que c'est multi-outils. Donc, on va autant travailler sur les pages Facebook que sur, encore une fois, là, je regarde ici parce qu'il y a mon téléphone intelligent dans mon sac, mais que sur des messages sur les téléphones, aussi des accroches-portes. On a un petit peu copié les 10 crimes français, donc on a fait des petits guides avec l'information. On s'est rendu compte aussi que les citoyens aiment beaucoup les aimants. Donc, on a créé des aimants qu'ils mettent sur leur frigo et ça, c'est très bon pour l'urgence. Comme ça, ils ne paniquent pas, ils savent quoi prendre, quoi les chercher. Des BD pour les enfants. Là, on a développé une BD pour les enfants qu'on est en train de tester et on aime beaucoup, par exemple, leur dire si ta chambre est dans le sous-sol, demande à tes parents de la mettre à l'étage. Donc, c'est dit discrètement, là, on prêche la bonne parole. Donc, c'est vraiment on s'assure d'aller donner le message à différents types de populations. Et là, on a beaucoup travaillé sur l'urgence, mais on est en train de faire pareil pour l'adaptation. Donc, en effet, qu'est-ce que c'est qu'une maison résiliente? Où est la zone refuge? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que l'eau potable, encore une fois, c'est la base, mais malheureusement, c'est sûr qu'un mois et demi sans eau potable, ça peut quand même poser un problème. Donc, toutes ces questions-là sont intégrées dans les outils qu'on développe. Et dans une idée de pérennisation, l'idée, est-ce que ça passe toujours via vous ou
via la municipalité? Les deux. Ça va être via la municipalité. Bah, nous, c'est vraiment, on travaille pour et avec le ministère de la municipalité. Donc, ça va être la municipalité, la MRC, l'OBV. Il y a aussi des repères de crues là, qui sont en train d'être développés. Donc, même on voit, normalement, maintenant qu'on va pouvoir faire une rencontre, parce que normalement, quand on a des projets, on fait des rencontres avec les citoyens. Parce que l'idée, c'est de casser la glace, de casser les rumeurs, d'avoir plein de questions, des débats pour s'assurer que les projets sont bien compris. Et donc là, normalement, on devrait avoir une rencontre avec eux sûrement cet été ou à l'automne. Et ben, ça permet d'échanger, en fait, d'échanger. Et aussi la radio locale. La radio locale qui très souvent est quand même pas mal écoutée par les citoyens. Donc, on essaie d'aller chercher les meilleurs médiums pour pouvoir leur parler. J'avoue aussi que parfois, on a un œil sur les pages Facebook des citoyens, parce que ça permet de voir les rumeurs. Il y a quand même eu pas mal de rumeurs. On l'a vu aussi à Saint-André ici, des rumeurs, par exemple, sur le fait que les citoyens avaient peur qu'on les relocalise. On ne va forcer personne. De toute façon, dans la loi, on a le droit, on ne veut pas forcer qui que ce soit à partir, mais en revanche, les responsabiliser pour qu'ils comprennent qu'ils sont vraiment à risque et qu'il faut qu'ils s'adaptent s'ils veulent rester. Ça, c'est très important. Des questions? Oui. Oui, est-ce que vous avez des informations sur les populations qui vivent dans les zones que vous exposées? Est-ce que c'est des populations qui vivent là depuis longtemps ou pas? Et est-ce que vous avez creusé les représentations qu'ils ont, par exemple, de la rivière Mais tout à fait, mais en fait, ça dépend de la saison et ça dépend de la temporalité par rapport à la crise. Hein, bon, alors c'est clair que là, je vais donner l'exemple de Terrasse Roubillard. Terrasse Roubillard, encore une fois, moi, je suis appelée avec ma collègue Pascal Biron. On va faire du terrain avec le maire du moment. Et puis là, je me retrouve devant des gens extrêmement déprimés, en grande détresse, qui veulent absolument partir de là. Et puis une rivière, un gros débit, beaucoup de bruit. Donc, je me suis dit, oui, c'est sûr que là, il faut absolument les aider à sortir de cette zone. Mais depuis, 2 ans sont passés. Donc, après 2 ans, c'est plus du tout la même chose. En plus, c'est comme en France, hein, on a quand même pas mal d'enjeux de sécheresse. La problématique, c'est beaucoup plus l'accès à l'eau actuellement. Et donc, on a ce changement de perception. Et puis aussi, ce que je trouve très malsain, ça a été la vente. Hein, ça a été la vente achat à des nouveaux citoyens qui sont arrivés des banlieues, des gens plus urbains, manque d'informations. Et donc, on se retrouve avec des familles avec enfants dans des zones à risque. Et mais là, on ne peut pas leur proposer de racheter leur maison. C'est impossible. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi un travail à faire, un travail que nous devons faire par rapport aux actes notariés pour que les citoyens soient au courant et qu'il y ait aussi une responsabilisation de ce côté-là. Mais on se rend compte que les gens sont quand même très, très attachés, on le sait, hein, à leur chez eux, à cette vue sur l'eau. L'autre enjeu que nous avons, qu'on a eu, moi, j'ai été interpellée en septembre quand on allait faire des représentations auprès des citoyens. À ce moment-là, il y avait une petite trêve Covid. Et c'est sûr que j'avais des citoyennes qui m'avaient posé la question, mais oui, moi, je veux bien partir, mais je vais où? Où est-ce que j'achète une autre maison? D'où le fait qu'avec les architectes, on propose des solutions, on propose des stratégies et des stratégies aussi avec des bâtiments qui soient des bâtiments socialement qui soient abordables. Mais encore une fois, c'est un projet de recherche. La mise en œuvre, pour l'instant, elle n'est pas là. Donc là, il faudrait aller chercher les financements pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. C'est tout à fait dans les cartons, mais bon, ça va demander quand même toute une autre dynamique. Mais on ne peut pas, en effet, y arriver avec partez, mais sans avoir une option de où se relocaliser. Surtout que les prix ont vraiment explosé sur l'ensemble de la province québécoise, autant dans les grandes municipalités comme Québec ou encore Montréal que les petites municipalités. Oui. L'attachement pour ces vues sur la mer, mais aussi l'attachement en tant que social. Alors, c'est sûr que ça, c'est un élément fondamental que moi, j'avais vu à la Nouvelle-Orléans en particulier, où j'avais été extrêmement intéressée de voir qu'il y avait des citoyens qui se déplaçaient par quartier. On avait le quartier de Chalmette, qui s'était retrouvé tous ensemble, protégés de l'autre côté du lac Pontchartrain. C'est clair qu'ici, on a aussi cette solidarité, on a aussi des tensions.
on a quand même des tensions très fortes entre ceux qui sont inondés et ceux qui ne sont pas inondés. Parce que ceux qui sont inondés vont se retrouver à prendre beaucoup de place par rapport au permis, par rapport à l'aide de la municipalité, etc. Alors que ceux qui n'ont pas été inondés, eux, veulent un permis pour une piscine, pour refaire leur maison, etc. Et puis finalement, ils vont se retrouver avec un laps de temps qui va être beaucoup plus long. Donc, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup de solidarité en 2017-2019. Quid de la prochaine inondation par rapport à ces deux groupes, ceux qui n'ont pas été inondés, ceux qui ont été inondés. Parmi ceux qui ont été inondés, c'est clair qu'on a cette fusion, parce qu'on a quand même des citoyens qui ont vécu le même désastre. Cela dit, vous voyez, on a aussi petit à petit une déstructuration en cours des quartiers. Avec ces fameux dents creuses qui commencent à arriver, parce qu'on a quand même un risque évident. Donc, ça déstructure forcément aussi cette cohésion sociale. Est-ce que vous savez de l'entrée pour les inondations entre les groupes de même quartier? Oui, c'est clair. Et puis aussi, ce que j'ai trouvé totalement exceptionnel à Saint-André d'Argenteuil, c'est la municipalité. On a eu un soutien incroyable du DG, du directeur général, mais aussi de la directrice de l'urbanisme, qui était là, qui était vraiment présent, qui allait les aider. Et puis après, les citoyens entre eux aussi. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, on n'a pas eu de mort grâce à ça, parce qu'ils se sont aidés. Vous imaginez, là, on se retrouve sur des chaloupes. Donc, ils se sont aidés les uns les autres avec des petits bateaux là, pour faire les allers-retours, aller chercher l'eau et tout. Maintenant, c'est clair que, je sais ce que je dis, enfin, on se questionne pour le futur, surtout pour les citoyens qui décident de rester dans les zones les plus à risque, en fait. Oui. Des exercices de mise en situation d'évaluation pour sensibiliser la population? Disons que oui, enfin, moi j'envisage, cela dit, après, il y a aussi eu un changement politique et bon, on se rend compte que là, on est plus avec des enjeux de sécheresse, donc ce n'est pas à l'ordre du jour, je vais dire. Je vais dire que ces questions-là, ce serait très important, je pense, parce que ça permettrait aussi de réaliser l'enjeu. On va voir ce que va nous apporter le futur. Mais c'est la question de la mémoire, la question de la mémoire du risque, la question de la mémoire collective, du déni qui peut arriver assez rapidement et qui malheureusement va empiéter sur, je veux dire, presque sur la résilience en fait. Oui. Dans l'évaluation de vos risques, vous êtes allé jusqu'à plus de 100 ans, c'est ça? Oui. Mais en même temps, c'est pas méchant, il y a des gens qui disent que les océans vont monter de 50 cm, voire de 1 mètre. Est-ce que ça change quelque chose? Ça changerait quelque chose? Mais c'est sûr que l'idée, et puis moi je ne suis pas en modélisation hydraulique, donc l'idée c'est d'intégrer justement aussi toutes ces questions de changement climatique. Au Québec, notre enjeu est beaucoup plus l'irrégularité. On va avoir moins de neige ou une fonte des neiges beaucoup plus rapide, beaucoup plus de pluie, un petit peu comme dans le sud, là, à un moment bien spécifique. Donc, on a des événements beaucoup plus violents, puis même parfois à des moments où on ne s'y attend pas. Donc, c'est clair que oui, petit à petit, ça va être aussi pris en compte dans les modélisations. Et c'est clair aussi que ce qui est intéressant, c'est que les inondations 2017-2019 ont atteint jusqu'à 350 ans. Donc, c'est aussi important par rapport aux citoyens, parce que parfois, le citoyen va se dire, 350 ans, c'est bon, là. Moi, là, je n'ai pas de problème par rapport à la récurrence, mais ça ne veut rien dire, en fait. Ils peuvent être inondés l'année prochaine. Donc, il faut aussi beaucoup, beaucoup travailler sur cette culture et cette intégration, en fait, de l'enjeu. Aussi, ce qu'on a vu, ce qui est extrêmement intéressant, puis là, moi, je l'avais vu à la Nouvelle-Orléans, mais on l'a vu dans différents contextes au Québec, ce sont les rumeurs. C'est-à-dire, oui, on a été inondés, mais c'est à cause des grands lacs. C'est à cause des grands lacs, ce sont les États-Unis, ils ont ouvert les vannes, ils nous ont inondés, ou ça va être un tel qui n'a pas, c'est le barrage Carillon, etc. Donc, on essaie de trouver quelqu'un qui va être responsable et qui, du coup, fait qu'on peut rester là, parce que s'il n'est pas là et s'il ne fait pas de bêtises, on ne sera plus inondé. Alors que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est tout un travail, et en particulier là, de ma collègue Pascal Biron, d'intégration, de réflexion, d'information, d'éducation, pour bien faire comprendre finalement les enjeux qui sont des enjeux d'aléa. Ces lieux, ils sont loin de la mer? Oui,
Oui, oui, oui, on est assez loin de la mer, on a le Saint-Laurent. Alors, c'est clair que le Saint-Laurent, si son niveau est haut, comme la rivière des Outaouais va se jeter dans le Saint-Laurent, ben, on peut avoir des enjeux. Donc aussi, ça, c'est passionnant pour mes collègues en hydrologie. Vous savez, vous pouvez avoir des inondations. Alors là, j'utilise des termes, asynchrone, asynchrone, la rivière du Nord, la rivière des Outaouais. En 2019, paf, on avait les deux ensemble. Parfois, vous pouvez aussi avoir un petit peu de sel avec les embâcles. Donc, c'est sûr que ça fait un cocktail d'inondations possibles qui peut aussi être plus ou moins longue. Quand c'est l'hiver, c'est encore moins drôle. Et c'est pour ça que c'est important. C'est important de les cartographier et c'est important d'apporter des solutions qui soient adaptées. Et ces stratégies, par exemple, on parlait de pilotis tout à l'heure, ben c'est évident que des pilotis, quand on a des embâcles de glace, on ne va pas les privilégier parce que ben les embâcles, elles sont quand même elles peuvent être très violentes. Hein. Donc, selon le type d'enjeu que nous allons avoir, on travaille aussi avec Architecture sans frontières pour aller jusqu'à l'adaptation au niveau des bâtiments. Ben on va s'assurer que ce soit aussi en fonction de l'aléa, en fonction du substrat. On n'a pas trop parlé des nappes phréatiques. Il y a beaucoup de rattrapage au Québec à faire de ce côté-là, mais c'est clair que ça fait aussi partie des études hein, qui vont être indispensables pour bien apporter des stratégies qui soient viables sur le long terme. Vous savez, en France, alors nous, évidemment, il y a l'océan. Et donc, il y a des zones qui sont considérées, quand on fait 50 cm, zones inondables, en particulier dans la région de Bordeaux, etc. Ça serait bien que vous rencontriez ces municipalités pour leur dire voilà ce que nous on fait. Parce que là, il faut qu'ils se préparent. Ah oui, tout à fait. Ben, La Rochelle, l'Aiguillon, toutes ces zones-là doivent absolument se préparer. Et c'est clair que nous, on a quand même, bon, ben, la Gaspésie, on a quand même des régions là qui sont plus littorales. Et un des enjeux énormes, c'est le retrait, hein, le retrait de côte, l'érosion énorme de cette côte qui petit à petit est grugée justement aussi par les blocs de glace. Hein, parce que nous, on a quand même cet aspect-là à prendre en compte. Mais c'est évident qu'il faut absolument anticiper. Il faut absolument anticiper pour éviter les écueils qu'on voit grâce au retour d'expérience. Oui. Dans vos projets de recherche, vous êtes plutôt sur le volet prospectif. Est-ce que, comme vous avez fait beaucoup de cartographie aussi, donc vous avez eu l'occasion d'étudier le relèvement post-catastrophe, vous parlez des inondations 2017-2019 en 2022. Est-ce que vous avez aussi étudier la façon dont l'économie se relève, les habitants se reconstruisent physiquement dans leur logement et mentalement et l'ensemble du territoire pour voir un petit peu quels sont les freins, les leviers. Mais tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je vous disais au début, ça c'est un projet de 3 projets. Et on travaille énormément avec le ministère de la Sécurité publique. D'ailleurs, il y a un projet là qui voit le jour en ce moment, donc de retour d'expérience. Les retours d'expérience sont nécessaires. D'ailleurs, on travaille en collaboration aussi avec des chercheurs français pour développer des outils de retour d'expérience qui nous permettent de voir autant les côtés positifs, qu'est-ce qu'on a appris entre 2017 et 2019, il y a quand même eu des apprentissages, et puis les enjeux par rapport aux citoyens. Donc là, je vous parle de Saint-André d'Argenteuil, mais on a fait ces retours d'expérience aussi à Gatineau, aussi à Deux-Montagnes, aussi à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, parce qu'il y a eu le premier bris de digue en 2019 à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On a fait beaucoup de rapports que vous pouvez voir sur notre site Internet, mais c'est fondamental pour pouvoir ensuite faire des propositions. Et vous voyez aussi, je vous parle d'enquêtes, mais c'est clair que les propositions qu'on fait, on fait des enquêtes, on s'appuie aussi sur les organismes locaux. Par exemple, les organismes de bassin versant, on fait des enquêtes par rapport aux citoyens qui nous ont permis de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Ah bon, ils veulent des promenades, avoir un accès collectif à l'eau, ou ils veulent pouvoir aller méditer, voir les oiseaux, aller pêcher, etc., faire du kayak. Bon, ça nous permet de ne pas arriver avec des stratégies qui n'ont rien à voir avec les besoins locaux. Donc, ces retours d'expérience sont, je dis, essentiels, en fait, pour pouvoir ensuite aller vers du prospectif. Et dans aussi le 3e projet dont je vous parlais, c'était justement ces diagnostics. On a créé un outil de diagnostic au niveau des bâtiments pour réaliser que finalement, l'adaptation n'en est pas. Là, les citoyens ont une perception, un faux sentiment de sécurité par rapport à une idée qui se sont adaptées, mais leur adaptation n'est pas du tout aux normes et n'est pas du tout réglementaire non plus. Parce que je n'en ai pas trop parlé, mais par rapport à l'énorme chantier avec les différents ministères, ces ministères font l'effort aussi de refaire, surtout les MELCC, la réglementation en zone inondable constructible. Et là, on se rend compte qu'il y a un énorme décalage
entre ce qui se passe sur le terrain et le réglementaire. Donc, il va aussi falloir aller travailler, accompagner les collectivités et puis les individus pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire que d'avoir une adaptation résiliente. Parce que moi, je travaille sur les méthodologies de retour d'expérience en gestion post-catastrophe, notamment sur Saint-Martin, l'île de Saint-Martin aux Antilles, qui a été dévastée par le ouragan Merlin en 2017. Et donc, j'étais intéressée pour savoir comment vous construisez votre méthodologie de retour d'expérience et s'il y a une méthode. Tout à fait, tout à fait. Ça fait 3-4, c'est depuis 2012 là, que je travaille avec le ministère de la Sécurité publique sur différents projets, mais là, on a un énorme projet REX, et puis on pourra tout à fait changer, parce qu'on a en effet monté des questionnaires pour les citoyens, pour les acteurs locaux, pour les commerçants, des enquêtes. Ah non, c'est nécessaire, c'est passionnant, et puis c'est important d'avoir des protocoles, en fait. Oui. Et puis, on travaille aussi avec des chercheurs d'autres universités, dont l'université Laval, par exemple. Donc, moi, là, dans mon équipe de recherche, je vais aussi avoir Pierre Valois, qui, lui, travaille plus sur tout ce qui va être santé, et puis aussi sur d'autres types de questionnaires qui sont plus des questionnaires par Internet pour pouvoir avoir le pouls d'une population plus globale. Nous, on est beaucoup plus terrain, on va sur le terrain, et puis on va faire des enquêtes directement aux acteurs locaux et puis aussi aux citoyens. Puis forcément, il faut s'allier avec les connaisseurs de l'aléa. Donc, tout ce qui va être hydrologue, hydrogéomorphologue, historien, pour pouvoir faire un état, en fait. Et puis aussi regarder les trajectoires. Ces trajectoires qui peuvent être de renforcer la résilience ou malheureusement non, ou d'aller vers plus de vulnérabilité. Avec le plaisir d'échanger bientôt. Mon plaisir.